Barry Marshall, professeur de microbiologie australien, à faire fi des moyens à employer pour démontrer sa thèse, lui aussi, le lien étroit entre l'ulcère et certains germes. Je vous le demande aujourd'hui, si Barry Marshall ne s'était pas rendu malade en avalant un bouillon de bactéries extraites sur un patient infecté, s'il n'avait pas souffert pendant des jours de vomissements pour pouvoir faire une biopsie de son propre intestin, aurait-il obtenu le prix Nobel en 2005 pour ses recherches? Oui. Bon nombre de scientifiques encore, à consacrer leur vie pour le progrès et pour la science, ont fini par la perdre pour elle. Prenez Marie Curie. Jusqu'à son dernier souffle, pour atteindre son but par passion, elle ne renonça à aucun moyen. Après un prix Nobel en 1903, la mort de son époux Pierre en 1906, pendant la Première Guerre mondiale, elle metta ses connaissances au service des soldats en créant des unités de radiologie mobile. 20 ans après, elle continua d'étudier la radioactivité au sein de son institut du radium. En 1934, constamment exposée à la radioactivité, elle a pourtant développé une grave maladie de la moelle osseuse. Elle décéda en juillet. On vous dira que ce sont des fous de laboratoire. Je vous le dis, ce sont des héros qui n'ont pas ménagé leur peine, employé ces moyens audacieux pour le progrès de la recherche, en dépit des critiques. Et même lorsque la fin échoue, la quête est toujours belle. Rappelez-vous de la célèbre et funeste expérience de Franz Reichelt. Monsieur Reichelt était un tailleur d'origine autrichienne. Il avait créé un costume, le costume parachute, qu'il projetait de vendre comme uniforme destiné aux aviateurs. Le 4 février 1912, pour tester sa création, il gravit les 347 marches menant au premier étage de la Tour Eiffel. Il revêtit son parachute à 8h22 devant une trentaine de journalistes et de badauds, et après une quarantaine de secondes d'hésitation, M. Reichelt sauta. Mais malheureusement, son appareillage qui ne semblait qu'à demi ouvert se replia sur lui et tomba. Il tomba alors en chute libre avant de s'écraser sur le sol gelé. Pour la beauté de la fin qu'il visait, tous les moyens étaient bons. Je vous interromps rapidement. Donc, c'est pour vous signaler qu'il vous reste 5 minutes. En tenant compte, bien entendu, de l'interruption qu'il y avait tout à l'heure. 5 minutes seulement. C'est parfait, Monsieur le Président. Il n'en faudra pas davantage. Pensez également à ces artistes. C'est la passion de la lutte et du beau qui a fait de nos artistes des artistes engagés. Pourrait-on leur dire aujourd'hui à ces artistes que pour atteindre leur but, pour accoucher de leurs œuvres, pour dénoncer, pour toucher du bout des doigts la beauté, tous les moyens n'étaient pas bons? Pourrait-on leur dire qu'il fallait se contenter de ce qui était autorisé, de ce que le monde approuvait? Allez dire à Basquiat qu'il est interdit de peindre sur les murs. Dites à Manet de se contenter d'être un refusé, à Monet de faire fi de ses impressions au soleil levant. Dites à Zola de ne pas accuser, à Picasso d'oublier Guernica. Mais Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, voulez-vous vraiment mettre l'audace à mort? Car c'est de ça dont il s'agit. Car c'est ça que d'écouter ceux qui veulent vous faire croire que la fin ne justifie pas les moyens. Je vous le dis, il faut vivre pleinement, entièrement et avec ambition. Il faut vivre comme Claude Lantier, le héros de l'œuvre de Zola, cet artiste qui ne renonce à rien et qui sacrifie tout pour la beauté de son œuvre, pour la beauté de sa cause, jusqu'à mourir pendu devant sa toile. Vous l'avez compris, les existences exceptionnelles de ces grands hommes et femmes le démontrent, la fin justifie les moyens. Mais me direz-vous, et pour ceux d'entre nous, ceux à qui la vie n'offrira sûrement ni l'occasion, ni la douleur de rentrer dans l'histoire, la fin justifie-t-elle aussi les moyens?
Je vous le dis sereinement, naturellement. Et pour vous convaincre, madame, messieurs de la cour, permettez-moi ici de vous parler d'amour. Car je le sais, vous vous souvenez de ce jour où vos yeux sur elle, sur lui, se sont posés, que vos âmes et vos cœurs se sont pris à rêver, et vos mains, vos genoux de concert ont tremblé. Rappelez-vous, à ce moment-là, est-ce que tous les moyens n'étaient pas bons ? Soyez lucides. N'est-ce pas l'essence même de la séduction, de se présenter sous son meilleur jour, de dissimuler ses petits défauts embarrassants et ses autres tracas, de glorifier en revanche ses modestes victoires? Alors répondez-moi, avec honnêteté, avez-vous toujours fait preuve de cette transparence à laquelle certains veulent vous astreindre? Nous le savons, l'amour est incontestablement un jeu d'adresse et de cache-cache. Et je vous le dis, il est permis d'y tricher, pour peu seulement que le but soit de lui faire remporter la victoire. Honorable juge, il me semble que le temps qui nous est imparti est écoulé. Je souhaitais conclure, mais je passerai peut-être à la réplique pour apporter une dernière pierre. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Si je devais garder un seul mot pour défendre cette thèse, un seul mot devant ce tribunal si bien constitué, eh bien je vous parlerai du métier d'avocat et plus spécifiquement de la défense pénale. Ce métier, la défense que tout accuse, qui est placé face à une machine judiciaire prête à le broyer. L'avocat est une vigie. Soyons le grain de sable dans une mécanique trop bien huilée. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, que dans tout système totalitaire, l'avocat constitue une menace, un frein à la toute-puissance étatique. Alors oui, Monsieur le tribunal, Madame, Monsieur du tribunal, je pourrais en parler des heures, mais le temps est imparti. Je souhaiterais simplement vous dire que la fin justifie assurément, résolument les moyens. Affirmer le contraire serait une folie. Et à cette sempiternelle question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, je réponds des profondeurs de mon être et des tréfonds de mon âme. Dégagez, pas péché. Donc, je viens d'observer que mes 2 assesseurs ont applaudi. Donc, ce qui constitue une dérogation au protocole. Donc, je vais observer une suspension de 2 minutes pour tout mettre en ordre. À présent, la parole, c'est au tour des avocats haïtiens du barreau de Port-au-Prince de prendre la parole pour soutenir la thèse négative. Honorable magistrat. Et je rappelle que vous avez également 30 minutes. Mais ce qu'on va faire, on va demander à la greffière de faire usage de sa chemise 3 minutes avant la fin du temps pour le signaler. Greffier, vous avez entendu? À 3 minutes, vous le signalez. Maintenant, quand le temps est totalement épuisé, il faut maintenir la chemise en évidence. Donc, ça permettra au tribunal d'intervenir et d'enlever la parole. OK? Allez-y, maître. Honorable magistrat, je sollicite la parole. Oui, vous l'avez. Honorable magistrat, distingués membres du tribunal, chers invités, honorable magistrat, distingués membres du tribunal, chers invités, chers confrères, nous avons prêté une attention soutenue à l'exposé de nos confrères et consoeurs.
Et à bien écouter, on croirait entendre la déclamation de la chanson de Roland, un poème épique et chanson de geste du XIe siècle, alors que nous sommes déjà au XXIe. Mes chers confrères, vous soutenez que la fin justifie les moyens, alors que vous-même, vous n'avez pas les moyens pour démontrer et prouver pour le tribunal que la fin justifie les moyens. Je ne sais pas comment vous vivez la proximité avec le mal absolu que vous défendez, mais je sais ce que signifie être avocat du diable et vouloir défendre l'indéfendable. Nous nous y opposons formellement et fermement. Alors que nos adversaires ouvrent le champ à la passion, nous autres, nous allons par le simple exercice de la raison prouver, démontrer que la fin ne justifie pas les moyens. La maxime « la fin justifie les moyens » a été au centre des plus grands débats philosophiques de l'histoire. Et cette question d'une dimension axiologique a suscité l'intervention des philosophes d'hier et d'aujourd'hui. Ils ont largement débattu de la question de la fin et des moyens. Mais, honorable magistrat, distingués membres du tribunal, tâchons-nous de débuter par définir pour ne pas finir par buter, comme ceci est arrivé à nos confrères. Fin ici est comprise au sens d'un but précis, d'un objectif fixé ou d'un idéal à atteindre, alors que moyen revêt le caractère du mécanisme des actions qui constituent l'instrument de réalisation de la fin. La fin justifie les moyens signifie que vouloir atteindre un but précis autorise et justifie le recours à n'importe quel moyen. Comme on vient de le dire, tous les moyens sont bons. Mais, honorable magistrat, distingués membres du tribunal, n'en déplaise à nos confrères, ici le bas blesse. Et cela nous pousse à nous questionner, cela nous pousse à une réflexion profonde d'un point de vue moral. Et ceci nous pousse à nous interroger ainsi. Devrions-nous faire mal pour qu'il en sorte du bien? Ou encore, la fin justifie-t-elle les moyens? Selon l'éthique déontologique, une fin bonne ne justifie jamais un moyen moralement mauvais. Un moyen acceptable peut se mesurer par la bonté intrinsèque qu'il met en œuvre, c'est-à-dire que le moyen est bon en soi, mais aussi par la dimension proportionnée qu'il entretient avec la fin. Pour saint Augustin, un acte moral est valable quand l'intention, les moyens et la fin sont irrépréhensibles. Et à ce sujet, on se rappelle les formulations de l'impératif de Kant. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Deuxième formulation, agis toujours d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir qu'elle devienne une norme universelle. Donc, ce n'est pas la fin qui détermine la moralité d'un moyen, mais c'est tout d'abord sa bonté intrinsèque, c'est sa dimension proportionnée par rapport avec la fin, et c'est son caractère universalisable. On juge une fin sur ses moyens, et en aucun cas, la fin ne peut être dissociée
des moyens. Et le rapport est ainsi inéluctable entre fin et moyen qu'entre l'arbre et la semence. On récolte exactement ce que l'on sème. Honorable magistrat, distingués membres du tribunal, notre confrère et notre consoeur viennent d'affirmer que la fin justifie les moyens. Cette maxime permet de reconnaître que l'homme est homme. Mais quelle horreur de dire pareille chose. Comment reconnaître que l'homme est homme quand on utilise des moyens qui vont à l'encontre des droits fondamentaux de cette personne? Les moyens représentent pour Martin Luther King l'idéal qui se forme et la fin, l'idéal qui s'accomplit. Donc, honorable magistrat, distingués membres du tribunal, vérité et raison obligent, et même si ça dérange, la fin ne justifie pas les moyens. De mauvais moyens ne font que flétrir de bonnes intentions. D'un point de vue politique, qui aurait imaginé qu'à la 17e année du 21e siècle, qu'on serait dans l'obligation de contrecarrer la théorie du despotisme articulée sur cette forme, la fin justifie les moyens, et appuyée par deux confrères, c'est de l'anachronisme. Cette maxime appartient au passé et n'a plus d'avenir. Nous sommes à l'ère de l'état de droit, c'est-à-dire que le pouvoir politique et les institutions sont soumises au droit. Et l'état de droit s'impose aujourd'hui comme une référence à laquelle tout État est tenu d'adhérer. Donc, vouloir dire que la fin justifie les moyens, c'est vouloir retourner en arrière. Cette maxime, la fin justifie les moyens, bafoue ceux qui font de la stabilité des relations humaines, la vérité, et engendre le soupçon permanent qui conduit à des systèmes politiques qui relèvent de la dictature, donc incompatibles avec la démocratie. L'histoire fourmille d'exemples qui attestent combien cette pente est dangereuse en termes de liberté, de cohésion d'une société, de capacité collective à répondre aux défis que posent les actes de cruauté dans l'espace public. Il existe un courant qui a la conviction que le succès en politique nécessite le recours à la ruse, à la violence et en général aux moyens que la morale commune condamne. Selon cette appréhension, si on veut bâtir une société juste, l'essentiel est d'aboutir, et ceci, peu importe les moyens. Les moyens peuvent être injustes, malhonnêtes, dès lors que le but est juste. On se souvient de la déclaration « On ne gouverne pas les États avec des patterns austères » que Machiavel attribue à Cosme de Médicis et qu'il approuve pleinement. Ou de la pièce de Jean-Paul Sartre, Les mains sales, où l'auteur fait soutenir à un de ses personnages l'idée selon laquelle celui qui fait de la politique ne peut pas s'empêcher de salir ses mains dans le sang. Ici, la fin justifie les moyens signifie que les moyens politiques les plus cruels cessent d'être moralement répréhensibles lorsqu'ils sont mis au service d'une juste cause. Et cela a permis aux gouvernants de justifier la torture et les pires crimes commis au nom des idéaux les plus purs.
Si on lit de près le Mein Kampf, l'idéal visé par Hitler n'était autre que l'établissement de la paix. Paradoxalement, on se souvient des camps de concentration et de toute la barbarie qui s'en suivait. Kant disait, un produit organisé de la nature est un produit où tout est fin et moyen réciproquement. Encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens en politique, parce que fin et moyens doivent être cohérents. Et la fin préexiste dans les moyens. Des moyens destructeurs, en aucun cas, ne peuvent aboutir à des fins constructrices. Si un mouvement politique s'autorise à commettre des assassinats dans le but proclamé d'établir une société juste, une fois arrivé au pouvoir, l'assassinat des opposants deviendra un mode de gouvernement. Et où est passé l'idéal qui était d'établir une société juste? C'est pour vous montrer que la fin ne saurait justifier les moyens. Au sens d'Aristote, le gouvernement ne peut avoir d'autre légitimation que morale. Et la démocratie repose sur une conception morale et humaniste de l'homme en sa qualité de citoyen. Tous les moyens ne sont pas acceptables en démocratie et la fin ne justifie pas les moyens. Il en résulte l'idée selon laquelle il existe un rempart de valeurs que la démocratie ne saurait franchir, même si le but poursuivi est juste. L'impératif absolu en démocratie repose sur un rempart protecteur des droits de l'individu auquel nul, et je le répète, nul ne peut s'opposer. Et enfin, on attribue fort souvent à Machiavel cette phrase « la fin justifie les moyens », bien qu'il l'avait inspiré, mais il ne l'avait pas formulé ainsi. Mais voici ce que Machiavel eut à dire dans Le Prince. On ne saurait dire que ce soit vertu que de tuer ses concitoyens, trahir ses amis, n'avoir point de foi, de religion, de pitié. Par ces moyens, on peut conquêter quelques seigneuries, mais pas honneur. Tout compte fait, Machiavel avait reconnu que la fin ne justifie pas les moyens. Et pour répéter Gandhi, la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. La fin ne justifie pas les moyens. Avant d'enchaîner, je précise pour vous que vous avez 15 minutes. Honorable président et membre du tribunal, je demande la parole. Vous l'avez. Micro. Honorable président et membre de la Cour, collègues avocats au barreau de Paris et de Port-au-Prince, amis et invités, c'est pour moi un honneur de me tenir devant le tribunal pour plaider aujourd'hui une juste cause. Honorables membres du tribunal, vous savez, il n'est pas donné aux humains de juger. Là où vous êtes des dieux. Et j'espère que vous allez trancher en faveur de mon confrère et moi. Parce que
mon confrère et ma consoeur de l'autre côté, ils ont erré du début à la fin de leur intervention en disant que la fin justifie les moyens. De ce côté, nous allons vous dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que la fin ne saurait justifier les moyens. D'abord, Jésus-Christ eut à dire, et je cite, « Un bon arbre donne toujours de bons fruits. De même qu'un mauvais arbre donne toujours de mauvais fruits. Car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et quand le ver est dans le fruit par des moyens immoraux, on ne saurait prétendre d'aboutir à de bonnes fins. » Aussi, l'apôtre Jacques a dit que par une source, par une seule et même ouverture, ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau amère. Autant dire que les moyens immoraux vont forcément aboutir à une mauvaise fin. En conséquence, la fin ne peut pas justifier les moyens. D'ailleurs, prenons le mot justifier. Que veut dire justifier? Justifier, c'est innocenter celui qui a tort. Disculper un coupable, c'est défendre un accusé ou bien excuser. Mais vous savez comme moi que qui s'excuse, s'accuse. Et venir ici pour justifier, ça veut dire que vous avez l'intuition, vous êtes convaincu qu'un principe de droit a été bafoué, le droit a été violé. Donc la vérité, c'est que la fin ne peut pas justifier les moyens. Mon confrère a dit « dégager, pas pécher ». Mais c'est archi faux. Ça ne vous autorise pas à commettre une infraction. Dès qu'il y a infraction, le droit pénal est clair, il faut réprimer. Ma consoeur, maître Colo, a dit que en amour, pour commencer, voyez, la fin c'est conquérir le cœur. Oh oui, c'est bon. Par des moyens, par quels moyens? Moyens immoraux en cachant ses défauts. Et puis, comme ça, on acquiert la personne. Oui, on parvient. Oui, on parvient. Mais écoutez-moi, comme on a menti en cachant ses défauts, cette relation ne durera pas. Laissez-moi vous dire, honorable membre du tribunal, que la fin en matière civile, par exemple, en matière civile, la fin ne peut pas justifier les moyens. Par exemple, en matière de contrat, est-ce qu'on peut s'amuser à faire appel à un mineur ou un interdit pour signer un contrat sous prétexte que comme fin, on veut jouir un bien ou bien on veut s'amuser à s'approprier d'un bien? Mais non, est-ce qu'on peut s'amuser en plaçant son arme près de l'oreille de quelqu'un, le contraindre à signer un contrat, ou bien recourir à des manœuvres dolosives pour extorquer le consentement? Oui, le contrat sera signé, mais le contrat sera entaché de nullité radicale et relative. Fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Donc en matière civile, la fin ne justifie pas les moyens. Venons-en en matière pénale. Les pénalistes sont catégoriques. Il faut faire la prévention en amont, mais aussi en aval, il faut faire la répression. Dès que les éléments sont réunis, la fin importe peu. Dès qu'il y a infraction, il faut réprimer, car le bien ne peut pas sortir du mal, comme le mal ne saurait entraîner le bien. D'ailleurs, selon la théorie économique du crime de Gary S. Becker, le criminel prend son temps pour réfléchir
et calculer les avantages de son acte criminel. C'est gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais aussi, il calcule les coûts. C'est éviter l'arrestation, éviter le jugement, éviter la condamnation. Et aussi, se mettre à tourner en dérision les professionnels honnêtes qui gagnent leur vie par des fonds obtenus à la sueur de leur front. C'est l'affaire des narcotrafiquants, c'est l'affaire des corrompus. Et, honorable président et membres du jury, souffrez que je partage, que je vous rappelle un cas récent. C'est le cas de Madame Dilma Vanna Rousseff. Quelle a été sa fin? Sa réélection. Rester au pouvoir au Brésil. Elle parvenait évidemment à sa fin. Mais qu'elle n'a pas quels moyens? Pas des moyens immoraux, pas des moyens illégaux, pas des moyens corrompus. Et comment ça s'est passé? Elle a été poursuivie, elle a été écartée et enfin destituée par la haute cour de justice. La défaite du droit est toujours provisoire. Et relativement aux narcotrafiquants, les narcotrafiquants, voyez, peuvent avoir beaucoup de biens à travers le monde, meubles et immeubles. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dès qu'on parvient, à l'aide d'un dossier en béton, à les saisir, les arrêter, les condamner,